Fait la gentillesse de mettre pour présenter notre conférencier, que je connais depuis longtemps, il est un très grand spécialiste de l'audition, en particulier de l'analyse du son, et qui est professeur à l'école Lumière de la région parisienne. Laurent Millot est extrêmement connu de ce point de vue, très content de l'avoir ce soir parmi nous. Donc, en fait, je vais en parler dans la conférence. Je vais expliquer notamment pourquoi, en fait, je ne me suis pas satisfait des analyses qu'on peut trouver, notamment en linguistique, voire en sciences. Et j'ai aussi un petit point rapide sur d'où je sors, donc peut-être que ça répondra aussi aux choses. Ce que je pourrais dire par contre, c'est que j'aurais aimé ce soir être avec Gérard Pelé, donc mon collègue qui est lui sur la partie plus philosophique, philosophie des sciences. Et pour des raisons personnelles, il ne peut pas venir. Par contre, je crois qu'il a fait parvenir un texte. Je sais pas s'il a pu être communiqué ou sinon, ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin. C'est-à-dire, pas à mon niveau à moi, mais sur des choses en fait qui relèvent des prolongements philosophiques et des choses en tirant des liens qui vont permettre finalement d'aller beaucoup plus loin. À ce moment-là, vous aurez mes coordonnées et puis je pourrais vous l'envoyer ou le faire parvenir, voire le mettre en ligne aussi. Donc, merci Bernard. Donc ce soir, je vous parlais de l'analyse par intégration de densité spectrale, et puis notamment, c'est le prétexte, mais c'est aussi quelque chose d'important, une application en fait, application médicale, et puis on va voir en fait quel est le lien avec l'audition. Alors, je suis pas du tout dans la partie psychoacoustique, je suis plutôt dans la partie je programme, j'écris des équations, je fais des expériences où quand je peux, je les sous-traite et je les analyse derrière. Donc, mais ceci étant, ce que je trouve important, et c'est peut-être singulier aussi, c'est peut-être notamment une des choses auxquelles M. Voriol faisait référence, c'est le fait que l'acoustique, ça s'écoute. Et notamment si on fait un modèle, par exemple, s'agissant d'un instrument de musique, si, in fine, on ne donne pas à écouter le son du modèle, je pense qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas du tout. Oui, j'ai pas du tout l'habitude de parler dans un microphone. D'habitude, je fais porter ma voix jusqu'au fond de la classe pour réveiller les élèves. Donc, dans la conférence, je vais commencer par une très brève biographie, et puis ensuite donc répondre à pourquoi proposer une nouvelle analyse, pourquoi j'en suis arrivé finalement à exhumer l'analyse proposée par Émile Leip. Donc on verra le principe que lui a posé et ce que moi j'ai introduit pour en faire quelque chose en fait qui va être utilisable d'un point de vue numérique et donc tourner notamment sur un ordinateur. On verra deux applications donc pour les sons cardiaques et puis aussi donc ce qui tient particulièrement à cœur à Monsieur Auriol, les aides auditives. C'est-à-dire voir qu'il y a des pistes pour essayer d'aller vers une amélioration de ce que l'on donne à entendre aux gens. Et on verra aussi des choses qui ont été testées, donc c'est un peu là ce sera large spectre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être très délirantes, mais c'est aussi en fonction de ce que les étudiants, dans le cadre de leur mémoire, en fait, ont envie d'étudier. Donc c'est-à-dire qu'ils suivent pas mes recherches, mais je suis assez souvent finalement chargé de les suivre eux, et ça saute un peu du coq à l'âne des fois. Donc, et après quelques conclusions, on verra en fait si vous avez des questions, des réactions, si vous voulez tout de suite m'enduire de plumes et de goudron et me renvoyer à Paris, par exemple. Voilà. Donc je suis né en Champagne, j'ai fait un baccalauréat et puis dans la foulée, après des classes préparatoires, je suis allé aux arts et métiers. Donc je suis un mécanicien pur et dur. Ensuite, quand j'étais à Paris, j'ai découvert qu'il y avait un DEA d'acoustique, traitement musical, informatique appliquée à la musique. Et avant d'aller rejoindre la grande industrie, je me suis dit que j'avais envie de faire une année et d'étudier un peu ce qui se passait du point de vue de la physique des instruments, puisque notamment moi je jouais de la guitare jazz.
Et finalement, mon maître stage, Valette, m'a mis dans les mains un problème qui était comment jouer au moins chromatiquement sur une harmonica diatonique. Et finalement, du DEA, j'y ai consacré une thèse. Et j'ai pas encore fini de faire le point sur cette question. On verra juste des petites amorces de ce qui a tourné. Et ensuite, j'enseignais déjà à Louis Lumière. J'enseignais aussi depuis 98 au conservatoire en formation supérieure de métier du son. Ils ont fini par accepter que je sois maître de conférence à Louis Lumière en traitement du signal. Alors pourquoi proposer une nouvelle analyse? Parce que des analyses de signaux, vous allez dire, peut-être, si vous êtes en mécanique, en physique et ou en acoustique, je sais pas s'il y en a dans la salle, qu'il y en a. Par exemple, l'analyse de Fourier, avec l'analyse de Fourier globale, où on va aller regarder ce qui se passe spectralement sur la totalité d'une séquence temporelle. On a aussi l'analyse à court terme, qui permet finalement d'aller regarder un petit peu en détail ce qui se passe au cours du temps. Donc en faisant une succession d'analyses, donc de calcul de spectre, éventuellement en recouvrant les petites fenêtres temporelles, c'est quand même une succession de spectres. Donc c'est plutôt que sur la totalité de la durée, on segmente en petits morceaux et on fait la même chose. Et puis il y a des choses qui sont des fois utilisées par les scientifiques, mais rarement dans les communications, qui tournent par exemple autour des ondelettes. Je sais même qu'il y a des gens en fait qui travaillent les ondelettes et quand ils écrivent un papier, ils illustraient avec des spectres parce que sinon ça passait pas. Donc voilà. Donc l'idée c'est de dire qu'on a un signal qui va être une approximation basse voire très basse fréquence à laquelle on va venir ajouter une série de signaux de détail à chaque fois dans une bande de fréquence, puis au fur et à mesure on va rajouter une bande de fréquence, une bande de fréquence, une bande de fréquence tant que c'est pertinent. Donc c'est la vision que j'ai des ondelettes, puisque comme j'enseigne à des ingénieurs du son, il faut pas en passer par des projections avec des fonctions test et des fonctions détail, des choses comme ça, mais plutôt par du vocabulaire ou des notions plus simples, plus en rapport avec leur pratique, qui va être par exemple le traitement du signal et donc le filtrage. Mais bon, ce sont juste en fait des interprétations différentes de la même chose. Alors le problème, c'est que c'était pas satisfaisant pour moi. Déjà par rapport aux choses sur lesquelles je suis tombé pendant la thèse, et puis les choses sur lesquelles j'ai continué, en fait, notamment au travers des contacts avec les étudiants ingénieurs du son. Alors, donc d'abord, je vais mettre de côté rapidement, on pourra en discuter dans les questions s'il y en a qui ça titille. Donc je vais rejeter l'analyse en ondelettes. Alors je vais me baser sur un cas emblématique qui est l'algorithme de transformer en ondelette rapide. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un signal. Que ce signal, notamment dans le cas de celle-ci, mais j'ai mis passe haut, j'ai mis passe bas, mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en la moitié du spectre aigu, la moitié du spectre bas, et ensuite, comme on a plus qu'une moitié de l'ensemble des fréquences, on va sous-échantillonner un facteur 2. Ce qui va nous donner d'abord un premier signal de détail, en fréquence, dans l'octave haute. Et l'octave basse, on va la redécomposer avec un passe haut et un passe bas, et après un sous-échantillonnage, donc on diminue le nombre d'échantillons par 2, pour avoir un nouveau signal de détail, mais sur la demi-octave, la demi-sous-octave supérieure, et puis un signal d'approximation qui serait sur la demi-octave inférieure. Donc il y a un signal, on répète ça, avec suffisamment de niveaux, d'étages, donc où c'est les mêmes filtres. C'est l'intérêt, c'est que c'est d'utiliser à chaque fois en fait le même passe haut, le même passe bas, et à force on va descendre de plus en plus bas jusqu'au moment en fait il n'y aura plus d'échantillons. Ça sera peut-être un peu avant, mais où il n'y en resterait plus qu'un. On pourra aller jusque là, mais bon, ça fait pas forcément sens. Mais l'idée, c'est bien d'avoir, en fait, quelque chose qui est des signaux de détail, des enluminures, puis à un moment donné, on arrive sur l'architecture. Et c'est censé, donc, donner des choses intéressantes. Le problème, c'est que, moi, comme j'ai dit, le son, ça s'écoute.
Or, vu qu'on sous-échantillonne, les signaux de détail 1, détail 2 et d'approximation, ce serait pareil si on multipliait les étages. Comme on sous-échantillonne et qu'on ne prend pas de précaution, il y a du recueillement spectral. Alors, à moins qu'il y ait des gens qui aient vraiment envie d'écouter ce que c'est du recueillement spectral, je pense que je dois avoir une application qui permet de montrer ce que c'est dans la phase question-réponse, mais ça veut dire que c'est inutilisable. On va avoir des distorsions beaucoup trop importantes qui vont nuire notamment, par exemple, à l'intelligibilité. Donc si c'est un travail sur l'intelligibilité, c'est mort. Donc, normalement, il y a les étages d'analyse, puis après il y a les étages de recomposition, et les filtres de recomposition, avec suréchantillonnage à chaque fois d'ordre 2, sont conçus pour éliminer le recueillement spectral, à condition qu'on ne touche pas aux signaux de détail et d'approximation. Alors, généralement, pour aller faire de la compression de son ou, et c'est là que c'est utilisé la compression d'image, on va aller trancher dans les coefficients des signaux avec des analyses de Fourier, par exemple, et donc du coup, on va avoir quelque chose qui est de la perte d'information. Mais ce sera peut-être moins sensible du point de vue visuel que du point de vue audio. Donc du coup, moi, j'en veux pas. Donc ça n'est pas utilisable pour moi pour l'écoute. C'est suffisant, mais non. Donc, comme il n'y a pas de possibilité pour moi d'utiliser des transformés en ondelettes, dès lors qu'il y a sous-échantillonnage, sans applications de filtres anti-recueillement. Donc du coup, je ne suis pas cette voie-là, et donc du coup, je suis parti sur une autre idée. Donc je me suis évidemment aussi penché sur l'analyse de Fourier. Alors pourquoi, ça va être un peu plus long, pourquoi je le rejette. Alors j'ai attaqué, j'ai dit, pendant ma thèse. Donc on va regarder des signaux qui sont mesurés à l'intérieur de l'harmonica diatonique. Donc c'est de l'acoustique, je préviens. Alors on a une coupe de l'instrument, donc avec deux anges, deux lames qui sont des poutres encastées libres, qui sont face. Et on a en fait au bout un capteur de pression, donc qui est tout petit, qui fait 2,54 mm de diamètre, et puis des jauges qui étaient collées sur les jauges et puis à proximité, c'est pour Winston, pour ceux qui connaissent. Et l'idée c'était de réussir à obtenir en fait un signal qui était représentatif de la déformation, donc du déplacement des anges, et puis de pouvoir regarder ce qui se passait, de confronter ça avec le signal à l'intérieur du canal. Donc on a un microphone qui est tout petit et qui est affleurant parce que sinon il se prend des coups d'anche quand on souffle. Donc ce qu'on va regarder c'est un signal qui correspond à un bend. Alors bend c'est la notion de tordre en anglais et en fait c'est à l'aspiration comme il y a deux anges en allant faire quelque chose qui fait. On va réussir à enclencher une vibration des deux anches, dont une sur un mode non naturel, et on va réussir à avoir une fréquence qui est intermédiaire entre l'anche aiguë, qui est l'anche aspirée, qui est un La, et puis l'anche soufflée, qui est un Sol, donc on va réussir à faire un La bémol. Donc c'est une des premières techniques qui est apprise par les harmonicistes, diatoniques, c'est pas possible sur un chromatique parce qu'il est clapé en tire-tour, donc on peut pas réussir à faire un couplage entre les deux anches. Donc alors, au départ, pour le diatonique, ils n'ont pas mis de claquet parce que ça coûtait moins cher. C'est ces trucs qu'on met dans la poche, que tout le monde a, les enfants notamment, il fallait pas que ça coûte cher. Donc ils ont simplifié l'instrument par rapport au chromatique, puisqu'il n'y a plus qu'un diatonique, il n'y en a pas deux, qu'il n'y a pas de clapet en tire-tour, et donc du coup on peut faire un couplage entre les anches. Alors, voici ce que ça donne par exemple sur une mesure. Donc 3 secondes, on demande de faire un La bémol, donc au musicien. Et si on va faire un zoom. Alors, là, il y a peut-être quelque chose qui commence à choquer certains. C'est-à-dire qu'en fait, on a un signal qui n'est pas centré autour de 0. On a une moyenne, alors je pourrais la calculer mathématiquement, mais quand on regarde le diagramme en bas, enfin le tracé en bas à droite, on se dit que la valeur moyenne n'est jamais. Parce que ça, finalement, on a des pressions, donc des différences une diminution de la pression par rapport à la pression extérieure,
qui vont, là c'est 417 fois, je crois, ou 416 fois, par seconde, de moins 250 à moins 1350 pascal. Oui, c'est des pascals. S'il y en a qui font qui regardent en DD, ça fait des niveaux quand même auxquels il ne faudrait pas exposer nos oreilles. Ça fait longtemps qu'on aurait exposé les tympans si on allait glisser l'oreille à l'intérieur de l'harmonica. Donc ça, c'était les signaux auxquels moi j'ai été confronté. Et du coup, il y a des choses, notamment qui se passent, on voit que si c'est pas centré autour de 0, c'est qu'il y a des choses dans les très basses fréquences. Et ça, c'est bizarre. Alors, si on regarde le spectre, alors j'en ai un qui est à gauche en échelle linéaire, et à droite en échelle logarithmique. Et du coup, je vois bien que, à gauche, que par exemple le 0, il aura 0 Hz. Donc, c'est-à-dire que c'est la première fréquence, le continu qui est calculé avec Fourier, où il y a le maximum. Par contre, quand je regarde à droite, alors évidemment, j'aurais peut-être pu d'ailleurs mettre des points là où les fréquences sont calculées, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a beaucoup de fréquences qui ont été calculées, et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'il y a quelque chose en fait qui descend progressivement. Donc, il y a un phénomène quand même assez conséquent dans je sais pas si on peut appeler ça grave. Je crois qu'on est bien dans ça. Donc, premier problème, c'est que j'ai une description non économique. Là, je peux considérer qu'à chaque fois que j'ai un spectre, j'ai un vecteur à P coordonnées qui correspondent aux P fréquences qui sont utilisées. Là, je dirais qu'il y en a de l'ordre de 30 à 40 000 fréquences, donc du coup, c'est vraiment pas économique, et c'est pas forcément facile à manier. Et du coup, quand on regarde d'un spectre à l'autre, c'est peut-être éventuellement difficile de faire émerger des tendances. Par contre, ce qui est clair avec celui à gauche, le spectre à gauche, c'est qu'on a quelque chose qui est harmonique, potentiellement. On voit des rayes se passer régulièrement. Et là, elles vont jusque 20 000 Hz. D'où le nom harmonica. Il y a vraiment beaucoup d'harmonique. Le problème, c'est que avec Fourier, avec l'analyse numérique, c'est qu'on calcule pas toutes les fréquences. On n'a pas un pad du pouillem de Hertz. On a autant de fréquences que de points qui sont calculés. Donc du coup, on va découper ce qu'on appelait l'intervalle de 0 à la fréquence de Nyquist, la demi-fréquence d'échantillonnage, avec P fréquences. Donc j'ai P coordonnées, enfin, en fait, P sur 2 coordonnées, parce que il y a des histoires d'un exponentiel complexe, et donc du coup, en fait, il y a que P sur 2 fréquences qui nous intéressent, mais même P sur 2, ça fait beaucoup de monde, mais pour autant, ça n'est pas suffisant. Parce que j'ai des fréquences qui sont fixes. Donc je n'ai aucune information sur ce qui se passe autour. Je n'ai d'informations que pour les fréquences qui sont calculées. Et si on regarde bien, la probabilité que ma fréquence du fondamental sur un instrument réel, elle corresponde avec une de ces fréquences-là, c'est l'ordre de 0. En admettant que la fréquence soit fixe. Alors évidemment, on peut envisager une analyse, on dit mon signal est constitué d'une somme de sinusoïdes amorties, aller chercher les fréquences, les amortissements, les phases à l'origine, les facteurs de qualité, etc. Ok, mais du coup on a besoin d'une autre analyse. Maintenant, le problème c'est que les musiciens, ils aiment bien, et ils ne sont pas capables de tenir une note fixe. Des fois, d'ailleurs, il y a un vibrato qui est recherché, qui est cultivé. Donc, ça veut dire que la fréquence, elle va libre. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire qu'avec mon jeu de fréquence fixe, j'ai encore moins de chance de réussir à suivre, en fait, ce phénomène-là. Donc, pour tout ce qui est le chant, musique, fluctuation, et notamment l'instrumentiste, notamment en fin de souffle, quand on lui demande de tenir une note longue, il n'est pas en mesure, en fait, de maintenir la même fréquence. À la fin, ça tombe un peu. Et le problème, c'est que, et là on rejoint les histoires d'audition, c'est que pour l'audition, une répartition régulière de 0,10, mettons tous les 10 Hertz, etc., ça ne fait aucun sens.
l'audition, tout du moins la perception sonore telle qu'elle semble fonctionner, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ce qu'on a, par exemple, et le piano, c'est l'instrument le plus juste perceptivement et le plus faux. Parce que dans le grave, les octaves sont compressées. Donc il y a moins de 2 fois quand on passe à l'octave, du point de vue c'est pas 2 fois la même fréquence, c'est un peu moins. Et dans l'aigu, c'est l'inverse. Il faut dilater les octaves pour qu'elles sonnent justes. Et bon, après, au milieu du clavier, les accordeurs se débrouillent. Maintenant, si on regarde du point de vue des courbes, ceux qui s'y intéressent de perception, en fonction du niveau, on n'a pas la même sensibilité. Donc la perception, elle varie en fonction de la fréquence. Puis il y a des phénomènes, par exemple, de masquage, de fréquence par des fréquences, de bruit par de bruit masquant les fréquences, etc. Et ça donne des histoires de bandes critiques, l'échelle des bandes critiques, l'échelle des R, qui est les Equivalent Rectangular Barks, l'échelle pas des marques, je vois une coquille, mais l'échelle des barques, etc., etc. Donc on a une perception, en fait, qui n'est pas régulière. Du point de vue de la fréquence, du point de vue fréquentiel, ça n'est pas une répartition fréquentielle. Alors là, on est sur un schéma, en fait, qui est uniquement les fréquences calculées avec une répartition régulière. Donc, ensuite, si je veux écouter, bon, évidemment, vous dites, vous allez peut-être pas dire, bon, il suffit de mettre toutes les fréquences. Oui, mais si je commence à regarder ce qui se passe localement, il va falloir que j'aille faire le tri. Mais si j'ai, admettons que je sois pas très précis, que j'en ai 4096, il va falloir quand même que je jongle les 4096 composantes. Et décider si oui ou non je la garde, je la garde pas. C'est pas possible. Ça n'est pas ergonomique, ça n'est pas simple, c'est théoriquement possible, pratiquement, non ergonomique, et donc du coup, non. Et puis en plus, si on regarde en fait sur le spectre à droite, le premier pic, on voit en fait qu'il a une certaine largeur. Ça, c'est un phénomène de pollution spectrale. Parce que on n'a pas en fait une mesure qui est de durée infinie. De toute façon, le musicien il tient pas la note. Puis nous, de toute façon, on n'est pas en mesure de la mesurer. On n'était pas là à l'égénère, on ne sera pas là à l'Apocalypse, on va dire. Donc, on a forcément une mesure qui a une durée finie. Mais le problème, c'est que si on aurait un pic fin, un pic qui impulsion directe fréquentielle, si on avait une durée infinie. Sauf que là, on a une mesure, en fait, qui a une durée finie. Alors, on peut dire que ma mesure, c'est comme si j'avais un signal infini, mais que je le multiplie par une fenêtre où il y a uniquement, en fait, pendant un certain temps, des valeurs 1. Et après, ça retombe à 0, et avant, c'est à 0. Donc, que je multiplie mon signal de durée infinie par quelque chose qui a une durée finie. Sauf que, si on multiplie en temps, pour ceux qui ont fait un peu de traitement du signal, savent que fréquentiellement, on convolue, on filtre. Donc, à M de N, la mesure numérique, qui serait le produit de la fenêtre W comme window de N fois S, comme le signal de N, quand je vais regarder ce qui se passe du point de vue fréquentiel, avec la transformée de Fourier discrète, par exemple, la transformée de la mesure, c'est la convolution de la transformée de la fenêtre rectangulaire par le spectre du signal que moi je veux. Alors là, je vous préviens, le transformant d'après, il est un peu violent. Mais après, je vais faire une figure, ça va s'éclaircir, je pense. Donc, si je passe vers un signal monochromatique, donc une seule fréquence, le continu, c'est censé être un pic en 0. Donc, une impulsion de Dirac numérique en 0. Et maintenant, je sais que si je multiplie mon signal par un exponentiel complexe, fréquentiellement, ça revient à déplacer, translater en fréquence le signal. Donc, si je prends une fréquence qui correspond à l'indice K0, c'est-à-dire K0 sur grand P fois sur grand P le nombre de fréquences multiplié par la fréquence d'échantillonnage. Donc, si je prends ce K0 là, multiplier ou considérer l'exponentielle de PJ
K0 n sur P, ça revient à avoir un Dirac qui est situé en K égale K0. Donc, pour l'exponentiel complexe, si j'ai mon exponentiel, j'ai un pic unique numérique, un beau pic en delta égale K moins K0. Sauf que moi, c'est pas ça, j'ai mon signal multiplié par la fenêtre. Parce que j'ai toujours une durée limitée. Et à ce moment-là, ce que j'obtiens, c'est la convolution du spectre de ma fenêtre par mon Dirac décalé. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une version décalée du spectre de ma fenêtre. Sauf que le spectre de ma fenêtre, il ne ressemble pas dans la pollution Dirac. D'où la pollution spectrale. En fait, si on prend une fenêtre rectangulaire, ça donne presque, quand on regarde ce qui se passe du point de vue de l'amplitude, un sinus cardinal redressé. C'est le sinus X qui est atténué, donc à gauche et à droite. Enfin, nous, on regarde juste la partie positive, et donc du coup, on remonte les niveaux négatifs. Donc un gros lobe, un petit lobe un peu plus large, un autre petit lobe amorti, etc., etc. Donc, du coup, au lieu d'avoir un pic, j'ai un sinus cardinal redressé, centré sur la fréquence qui m'intéresse. Sauf que vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais un signal avec une seule fréquence pour faire de la musique, c'est quand même pas terrible. Alors, par rapport à quand même ce problème de pollution spectrale, on peut se dire, est-ce qu'on pourrait avoir autre chose qu'un sinus cardinal redressé? Donc c'est l'idée des gens qui sont penchés, notamment des mathématiciens ou des gens du traitement du ciel, ou des fois des gens qui sont entre les deux, de dire, est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose qui spectralement aurait qu'un lobe? Donc du coup, c'est les fenêtres de pondération dites de Hahn, Hamming, Blackman, Harris, il y en a plein, et chacun choisit la sienne. Alors maintenant, je vous ai dit, par exemple, l'harmoniquette, elle n'a pas qu'une fréquence. Donc du coup, je peux considérer que j'ai quoi? J'ai la multiplication de ma fenêtre par une somme de signaux qui, eux, sont des signaux monochromatiques. Oui, mais fréquentiellement, ça fait une convolution du spectre de ma fenêtre par la somme de mes Dirac décalés. Alors, ça simplifie un peu, ça me donne juste une mesure qui devient quoi? Une somme des spectres centrés sur chacune des fréquences qui constituent le signal. Sauf que c'est des spectres à valeur complexe, et que ça existe des bornes, on se marche dessus les uns sur les autres, et donc que ça interfère. Et donc, du coup, ça va vraiment encore plus polluer mon signal. En conséquence, le spectre de la mesure, c'est la superposition des spectres complexes, centrés sur chacune des fréquences constituant le signal. Alors, on peut multiplier la mesure par une fenêtre de pondération pour avoir que des lobes. Sauf que, éventuellement, si les fréquences sont près, on va avoir des lobes qui vont être près, on ne sera pas capable de faire émerger qu'il y avait une fréquence. On peut augmenter la durée de la mesure, éventuellement même artificiellement, en rajoutant des zéros, on va mieux dessiner le spectre, mais il va en rester que c'est un pis-aller, encore une fois. On peut dire, on va sortir l'analyse paramétrique. Oui, mais ça veut dire qu'on abandonne au moins ponctuellement l'analyse de Fourier. Donc du coup, il y a quand même un des problèmes qui est que, in fine, je suis pas content, et en plus j'ai une description qui est lourde. Une fenêtre de 4416 échantillons, c'est pas énorme. Une seconde de son va prendre 65 536. On aura la moitié de fréquence. Donc ça fait une sacrée dimension pour mon vecteur. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai mon spectre avec que des raies. C'est ce que j'aimerais obtenir intellectuellement, idéalement. Sauf que je multiplie par une fenêtre de pondération qui là est multiplie un lien. Et au lieu d'avoir en fait les poteaux, les totems, je me retrouve avec un village indien. Donc du coup, après, il va falloir réussir à dire que le village indien, c'est simplement la sommation des différents bits. Et ça, c'est pas toujours évident. Et encore, là, j'ai été gentil. Il n'y a pas de problème de voisinage. Ils sont pas trop palétiques. Ils se montent pas non plus dessus. Or, dans la vraie vie, du signal, c'est ce qui va se passer.
Donc, en fait, c'est même pire pour l'analyse à court terme, parce que je multiplie ça à chaque fois que je fais un signal, puis comme c'est à court terme, c'est encore plus court. Si c'est plus court, il se trouve en fait que la largeur du lobe principal, elle est inversement proportionnelle à la longueur de la fenêtre temporelle. Donc si je suis court en temps, je suis large en fréquence. Donc, non. Et puis en plus, donc, calcul d'une succession de spectres locaux pour la fin. Donc, en résumé, je ne veux pas de pollution spectrale, donc je m'interdis, c'est ce que je vais vous montrer, je m'interdis de passage en fréquentiel. Je veux une description économique pour essayer de voir, de dégager plus facilement les tendances. C'est-à-dire, je veux un intermédiaire, je veux trouver en fait la bonne taille pour mes vecteurs, pour avoir quelque chose qui va me faire émerger des choses qui sont potentiellement intéressantes. Et je veux être aussi en mesure de faire des comparaisons simples de phénomènes, notamment analogues, et de faire émerger, donc, comme j'ai dit, les grandes tendances. Et je veux que si j'ai des signaux avec des fréquences en fait qui fluctuent au cours du temps, ce soit pas un handicap. Il faudra juste que je prenne certaines précautions au début, on va voir lesquelles, enfin, on va imaginer lesquelles, mais je veux que finalement ce qui est naturel chez un musicien, c'est le vibrato, on puisse aussi l'encaisser du point de vue de l'analyse. Et je veux en plus un tracé simplifié, un peu à la manière des tiers ou des tiers d'octave ou des octaves. Les octaves, il y en a encore moins que dans les tiers d'octave. Donc du coup, je veux avoir quelque chose qui est synthétique. Et en plus, comme je suis vraiment gourmand, je veux des éléments d'analyse qui puissent s'écouter et pouvoir faire des synthèses, des resynthèses partielles. Et je veux écouter comment ça sonne. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé en 2002-2003 de dire non, faut que je trouve autre chose. Entre temps, j'ai testé les ondettes, c'était pas dans l'ordre, mais c'était plus rapide à évacuer. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que Michel Castellango, qui était la directrice du labo où j'étais, à l'époque c'était pas une équipe, mais c'était un laboratoire d'acoustique musicale à Paris 6, m'a parlé du travail d'Émile Lepp. Et elle m'a dit, il y a un bulletin. Donc je suis allé voir, et c'est là-dedans, c'est sur ça qu'on va bifurquer maintenant. Donc, principe de l'analyse par intégration de densité spectrale, il y a RDS maintenant. Et on va partir de la version, donc, proposée Émile Lepp, et la version dite étendue, ça c'est mes collègues, Gérard Collet notamment, qui les a étendues. Moi j'ai appelé ça analyse IDS, je n'ai même pas collé numérique. Pour moi, je me plaçais dans la lignée, dans la succession de ce qu'avait fait Émile Lepp. Donc d'abord, ce qu'a proposé Émile Lepp. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a un bulletin de gamme, je crois d'ailleurs qu'ils le vendent, ou sinon on peut le trouver, je me demande si c'est pas sur un site, un certain docteur Bernard Auriol. Le bulletin de gamme consacré à l'intégrateur de densité spectrale IDS et ses applications. Donc ça date de décembre 77. J'étais déjà né. J'avais 7 ans, un peu plus. Mais donc du coup, c'est pas une méthode nouvelle. Il y a de ce point de vue-là, le concept, en fait, il est déjà existant. Et ce qu'il proposait, c'était une décomposition du signal dans un banc de filtres analogique. C'est des filtres de Butterworth, pour ceux qui connaissent. Et le truc bizarre, c'est ce qu'il donne, c'est des fréquences de coupure à moins 6 dB. D'habitude, les gens, c'est moins 3 dB. Lui, dans son article, c'est moins 6 dB. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des morceaux de musique, et qu'à certains moments, sans leur dire, en fait, il enlevait une zone spectrale. Si les gens ne réagissaient pas, il élargissait la zone spectrale jusqu'à quelqu'un qui disait il manque un truc, là. On nous a enlevé quelque chose. Et donc, du coup, il a des sujets, alors je suis expert, je vais faire des amis encore. Donc, il y a les chefs d'orchestre, experts, ouais. Musiciens, professionnels, oui. Ingénieurs du son, ouais, quand même. Spécialistes de la perception sonore, à partir du moment où ils écoutent, oui. Et puis, et je m'inclus potentiellement dans cette catégorie-là, où on se dit que je suis pas sûr que les musiciens écoutent. Puisque la plupart ne passent leur temps qu'à regarder des formes d'ondes,
ou des spectres Fourier, et puis quand ils font la mesure, vu qu'ils balancent des choses comme c'est un signal sinusoïdal dont la fréquence varie ou de bruit rose, ils évitent d'écouter. Donc je ne sais pas si les acousticiens sont au même rang que les autres experts. J'aurais tendance à dire que non, personnellement. Alors ce qu'il avait proposé, l'ILEF, c'était sur la base de ces tests répétés, c'est un découpage irrégulier, comme on va le voir, qui est comporté de secondes. Alors il y a ce qu'il a appelé des basses, 50-200 Hz. Ensuite 200-400 les graves. Là vous remarquez 50, 100, 100, 200, on a quelque chose qui est de l'ordre de 2 octaves, puis après ça passe à une octave. Après 400, 800, on a une octave, le médium grave. 800, 1200, c'est pas tout à fait, mais c'est peut-être un rapport de 15, etc. À voir. Mais donc, du coup, on voit qu'on a une répartition, en fait, et ça va se confirmer, qui est pas régulière. Donc, il y a le médium, 800, 1200, 1200, 1800 Hz, kHz, pardon. Enfin, 1200, non, 1200, 1800 Hz, le médium aigu. 1800, 3000, une zone où on est potentiellement très sensible. C'est là où il y a le sifflet du gendarme. On entend vraiment très bien, ça émerge par peu de circulation parce que il y a un pic dans cette zone-là, donc ça nous ravit les oreilles. 6000 Hz, 3000, 6000, signe suraigu, et 6000 kHz, ce qu'il a appelé la stridence. Donc on trouvera peut-être certaines sirènes, notamment avec des sons tout à fait agréables. Les aspirateurs aussi, il y a pas mal de contenu dans le 6000 kHz. On a fait des tests au laboratoire sur la classification des sons d'aspirateurs pour voir quels étaient les défauts irrémédiables. En fait, on a quasiment tout jeté au niveau des sons qu'on nous fait écouter. Ça a duré 45 minutes à écouter des sons d'aspirateurs au casque. Un vrai plaisir. Et donc, en plus de cette décomposition, il proposait des tracés. Il n'y avait pas d'écoute. Et le tracé, c'était, c'est là que vient le terme intégration de densité spectrale. C'était l'énergie. Il faisait une intégration d'énergie, en fait, dans la seconde. Donc, il y a des filtres passe-bande, et puis dans la seconde, il y avait un intégrateur à la fin, et donc, ça permettait de faire une accumulation, voilà, une intégration. Et puis, en divisant par rapport à ce qu'il y avait dans le signal total, ou la somme des énergies dans chacune des bandes, on pouvait, en fait, calculer l'énergie relative, exprimée en pourcentage. Donc, je remets mes deux spectres, et voilà ce que ça donne pour le LEP de l'époque, donc de 50 à 15 Hz. Et là, on voit en fait qu'on a une énorme zone centrale entre 400 et 400-800. Il y a des choses un petit peu derrière, et il n'y a rien avant entre 50 et 400. Il n'y a rien. Sauf qu'on n'a pas l'information sur ce qui se passe entre 0 et 50 Hz. On voit bien qu'il y a un 0 Hz dans le spectre en haut à gauche, puis qu'il se passe des choses entre 0 et au moins 50 Hz dans le spectre de droit en échelle semi-logarithmique. Par contre, on a une description synthétique. Hein. On a 8 coordonnées. Bon, c'est un peu trop par rapport à les vecteurs dont on a l'habitude, hein, X, Y, Z, 3 coordonnées. Mais bon, on est passé de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire plus, à 8. Ça devient assez économique. Par contre, est-ce que c'est pertinent d'utiliser des pourcentages? C'est la question que je me suis posée. Tout de suite, j'étais pas satisfait. Parce que quand on fait des comparaisons en pourcentage, c'est moins facile, j'ai envie de dire, enfin, même si on aime bien sur les plateaux télé, notamment. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai une bande qui a énormément d'énergie? Avec les pourcentages, elle écrase tout le monde, et donc du coup, je vais avoir quelque chose qui est presque caricatural. Enfin, une énorme bande, puis quasiment plus rien à côté. Et peut-être que dans la comparaison, c'est ce qu'il y a à côté. Il va y avoir des choses intéressantes. Peut-être que là où il y a énormément de choses, une fois qu'on aura dit qu'il y avait beaucoup d'énergie, on ne pourra pas aller plus loin. Mais que le détail entre les différents sons, ce sera dans ce qui est écrasé.
Et puis, il n'y avait pas d'écoute, mais c'est la technologie qui permettait peut-être pas à l'époque, et certainement pas, donc, ni s'agissant de ce qui se passe dans une bande, ni de ce qui concerne une neurosynthèse, donc partielle. Et donc c'est là que moi j'ai commencé à apporter ma pierre. Donc analyse tendue, principe retenu, version numérique utilisable sur un ordinateur, filtre numérique sans distorsion de phase, parce qu'on peut le faire. Du coup, ça donne des filtres où je passe de 0 dB FS full scale à moins 80, 5 Hz sur l'ensemble des sous-bandes. Et par contre, j'ai des filtres, pour ceux qui connaissent, il y a plus d'une seconde pour la réponse finale. Donc en termes de calcul, c'est musclé. On peut écouter les bandes, c'est ce qu'on va faire, et on peut faire en synthèse. On peut sauvegarder les bandes dans des fichiers audio ou pas. On peut choisir aussi le découpage. Évidemment, au départ, je suis parti sur celui-là, puis après j'ai pris des choses différentes, qui n'étaient pas les sons musicaux, et du coup, on va voir que ça peut aller beaucoup plus loin. Donc le portrait IDS, pour moi, maintenant, ça va être les poids relatifs, les énergies cumulées. Donc je fais la somme des carrés des échantillons par bande. Je fais la même chose pour le signal original. Je divise par la somme cumulée dans la bande par la somme cumulée pour tout le monde, et je bascule ça en log. Et je donne aussi le niveau d'énergie moyen, des BFS. Donc, nos spectres, on est toujours sur le bed. Voilà ce que ça donne. On a une description économique. On s'aperçoit d'un truc où beaucoup d'acousticiens seraient passés à côté, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le 0,50 Hz. Il y a vraiment énormément beaucoup. Et qu'après, en fait, on a quelque chose qui se passe après 400 Hz. Alors, le phénomène ultra-dominant, je parle un petit peu. J'ai un creux, donc, entre 500 et 200 Hz. Et en fait, à partir de 400 Hz, le fondamental pour le bend, il est à 414. Donc, 414, 800, 828, etc. Donc, en fait, c'est uniquement à partir de 414 qu'on a le contenu qui va donner le son musical une fois qu'on sera sorti de l'instrument. Et là, on est encore à l'intérieur. Bon, là, on voit en fait qu'il y a des choses qui se passent dans l'aigu, et ce qui permet de le vérifier, enfin, de le voir apparaître, c'est vraiment les dB relatifs. Et du coup, je pense que plus ça va aller, plus mon propos va être pertinent de ce point de vue-là, c'est qu'on a une description synthétique et qui va être éclairante. Alors, on en discutera. Alors, si je prends ce qui se passe pour un soufflé, un aspiré, le bend, donc le bend qu'on avait vu donc en aspirant, donc une note, donc le sol soufflé, le la bémol aspiré et le la aspiré normal sur le même instrument, voilà ce que ça donne. Du point de vue du portrait IDS. 0,2 Hz sur les mètres très conséquents. Le creux, on le retrouve. Parce qu'en fait, les fondamentaux, c'est 392, 414 et 459. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a quelque chose en très très basse fréquence qui correspond en fait au décalage. Mon signal n'est pas sans spectre sur 0. Et si j'avais fait des mesures comme un petit camarade en regardant pas en me disant 400 Hz, bon allez, je vais éviter le 50 Hz, le 100 Hz, je vais prendre à partir de 200 Hz. Je serais passé à côté de la quasi-totalité de l'énergie. Je serais passé quasiment à côté du phénomène. Et je crains malheureusement, pour en avoir discuté, et puis apparemment c'est continue à le faire, que sur beaucoup d'instruments, avant, mais pas seulement, c'est tous les systèmes physiques, on va voir en fait, à l'intérieur des sources, il y aura des phénomènes d'écoulement fluide. Je pense qu'on va avoir ce genre de problème, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie, très bas, parce que là en fait, avec ce découpage en octave, c'est entre 0 et 22 Hz en fait. Ça se passe. Donc c'est plus précis que le lève que sur la place, c'est un autre découpage, qui est moins adapté par contre à la perception, mais qui est mathématique et qui correspond à peu près à ce que se passe pour une norme. Et on voit que si on ne mesure pas en basse fréquence, si on fait pas des mesures à 0 Hz, on va passer à côté du phénomène. Alors, donc le signal soufflé, le global qui est à droite, le signal en fait à l'intérieur, donc des pics qui vont de 300 à 1200 pascal. Donc 392 fois par seconde.
Alors moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un écoulement moyen autour duquel se superposent des perturbations acoustiques. Mais là, non. Là, je suis sur des niveaux violents et je suis sur quelque chose, en fait, qui n'est absolument pas, en fait, de l'acoustique. Enfin, tout du moins pas des ondes. J'ai un écoulement acoustique. Si je regarde ce qui se passe sur l'aspiré, ce coup-ci, c'est juste 414 fois par seconde que j'ai des dépressions violentes entre moins 300 et moins 1400 pascal. Toujours pas de validité de l'hypothèse d'une perturbation acoustique d'un écoulement moyen. Non, j'ai un écoulement acoustique. Si je regarde un bend, non, c'est le gros pas. Celui-là, c'était le bend, c'était notre ami le bend qu'on a pris tout comme fil rouge. Et maintenant, donc, si je regarde le gros, bah, ce coup-ci, c'est 459 fois par seconde que je vais de moins 200 à moins 800 pascal. J'ai toujours pas de validité de l'histoire de perturbation acoustique d'un écoulement moyen. Non, jamais écoulement acoustique. Et si je regarde, et après je vais passer sur les applications d'illustration sonore, en rouge, c'est la pression à l'intérieur de l'harmonica. En noir, c'est à une dizaine de centimètres devant l'instrument. C'est-à-dire, bon, ok, niveau moyen, etc. Sauf que pour ces sons-là, pour les enregistrer au format wave, on n'a pas tout à fait utilisé le même niveau de normalisation. 156 dB SPL à l'intérieur, 66 dB SPL pour le signal externe. Et ce qu'on voit, en fait, c'est sur les différents niveaux moyens, il faut rajouter 90 dB. Donc il n'y a pas peu de différence sur le min level, mais il y a plus 90 dB. Donc et ça c'est ce qu'on retrouve en fait à peu près de manière analogue sur les autres sons produits, donc c'est pour ça que j'ai pas les passer en revue. Entre 0,50 Hz, je vais avoir une diminution, c'est la rouge, j'avais un écart à noir. Donc je diminue le niveau dans ces bandes-là, et je vais faire monter en fait au contraire l'énergie en fait au-dessus de 200 Hz, parce que là 200 Hz, vu que j'ai un fondamental pour une des notes qui est à 390, donc c'est pour ça que j'ai de l'énergie en fait dans la bande 200-400. Et j'ai toujours un creux, alors qui remonte un peu, ça l'est moins, mais il est quand même là. Donc, mais on peut pas séparer en deux phénomènes en disant il y a là, on aura envie de couper au milieu en disant il y a ce qui se passe entre 0 et 50 et ce qui se passe au-dessus de 400, enfin 200. Non, c'est pas possible. Alors en interne, on a un tout petit volume. Il y a des jets soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, selon qu'on aspire ou qu'on souffle. Il y a des turbulences, etc. Il y a beaucoup d'énergie qui est dissipée. C'est pour ça qu'on passe en fait d'un facteur de normalisation 56 dB SPL à 66 dB SPL. 90 dB SPL qu'on perd. Et en fait, ça permet de justifier, c'est pareil sur d'autres instruments de musique, il y a tellement d'écartation à l'extérieur qu'on peut étudier l'instrument ou le dispositif physique en supposant qu'il n'y a pas de son qui rayonne. Parce que 90 dB d'atténuation. Dans le cas d'une première approximation, considérer que l'instrument de musique ne fait pas de son. Pour étudier son fonctionnement interne, c'est ce qui va être suffisant. Alors, la resynthèse, on y est. Tout a été fait, en fait, au moment de l'analyse. Donc, il y a juste à faire un mixage. Je prends pas les sons. Je prends pas les sons. Et donc, du coup, on va regarder d'abord, dans l'extrait musical, ce qui se passe. Alors, le découpage, non, en fait, je prends celui des vignettes. C'est plus simple, il y en a moins de grandes. Et, comme ça, on sera dans l'esprit. Donc, on va écouter le contenu des sous-bandes pour un son, des resynthèses partielles, une comparaison originale resynthèse pour voir que on n'entendra pas les différences, a priori. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu. Je sais pas si j'aurai ma chance ce soir. Et quelque chose qui est de l'ordre de l'approximation subjective versus l'approximation objective. Je vais vous expliquer. Mais, il me semble. C'est le next, là.
Ouais. Si le Clapton ça vous va, on va prendre Clapton. Alors l'original, un tout petit bout. Attendez. Donc il y a une configuration avec un certain nombre d'instruments. Et là, je vais juste vous mettre, on va reprendre du début si ça va bien, uniquement la bande 7. Je vais la mettre. Et ah, je vais recharger. Bon, pas tout, hein. Je ne la mets pas. Bon, alors on va essayer autre chose. Non, alors attendez. Je le relance, c'est le plaisir de Max. Mais j'ai pas les compétences pour enfin, et le temps surtout, pour aller faire un truc en C++. Donc je relance. Là, c'est d'accord. Ça marchait très bien, ça ne plus. On essaye. Il est têtu. Si je dois le faire la main, j'ai pas assez de pouvoir, en fait. Alors, je lui dis où aller chercher ce petit. Donc, on va rester sur Clapton. On va voir si Clapton... oui. Non. Voilà. Alors, bon, la ronflette, elle n'y est pas tant, je pense pas. Mais ça, c'est ce qu'on a dans la zone de plus grande sensibilité de l'oreille. C'est pas juste que j'ai mis moins fort le morceau, hein. Le morceau, c'est... Je vais te laisser un peu. Et du coup, on va parcourir ce qui se passe. Alors là, on entend rien. D'accord. On entend là? Oui. Ah oui, je vais utiliser le bouclier là. Donc là c'est 200-400. 400-800. 800-200. 1002-1008. Donc la zone de plus grande sensibilité de l'oreille. 3000-6000. Là, 6000-15000. Et après, la bande pour les jeunes. Moi, j'entends rien. Vous, je sais pas, mais... Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, c'est... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais alternativement, en fait, donc j'ai sélectionné toutes les bandes, et je vais switcher. Le seul truc, ce sera... Vous verrez la croix, là, je vais la... Enfin, je vais pas la toucher, elle va se... Il y aura une croix ou il y aura pas de croix. Donc quand il y a une croix, c'est l'original. Quand il n'y a pas de croix, c'est la resynthèse. Vous avez entendu switcher? Si vous avez regardé la croix, vous avez vu que il y a même un moment, j'ai furieusement cliqué, hein. Non, on n'entend rien parce qu'il y a une précision telle que en fait nous on n'y est pas sensible. Il y a des erreurs de calcul, on n'y est pas sensible.
Donc, reconstruction quasi idéale, enfin, perceptivement juste. Alors maintenant, ce qu'on va faire, un truc rigolo, c'est qu'on va reconstruire le son. Alors, on va d'abord le reconstruire en mettant celles qui sont importantes. Donc, par exemple, la 2. Facile, va bien. Facile 4. Ça, c'est tout ce qu'on n'a pas mis, hein. Ah non, c'est trompé, il faut d'abord mettre la 3. Ça. J'ai mis la 7. Ce qu'on a opté. Et là, on n'entend rien. C'est-à-dire que si on garde de 2 à 9, c'est bon. On va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va tout mettre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, puis voir si c'était important ou pas. Ouais, on garde. On garde. On a mis en plus pour passer. Hein? Regarde, il y a une harmonica. Regarde. Donc du coup, avec ce genre d'appareil, on peut aller faire de la synthèse additive, de la synthèse soustractive. Enfin, sauf que ce qu'on enlève, c'est pas des fréquences, c'est des bandes de fréquences. Et du coup, vérifier si ce qu'on entend, ce qui est perceptivement important pour l'audition, correspond à des zones où il y a beaucoup d'énergie. Par exemple, si on avait fait ça sur l'harmonica, les sons, le 0,22, 0,50, on leur enlevait, en plus c'est mauvais pour les enceintes, parce que ça fait... Et donc, suivant les sons, on peut avoir des choses, en fait, où on va dire, bah, tiens, le 2 est important, mais non, peut-être qu'il est pas tant que ça par rapport à d'autres choses. Donc, influence de la perception. Donc, je reviens sur l'autre. Donc, ça, c'est ça. Alors, première application médicale, les sons cardiaques. Donc, c'était un mémoire de François Xavier de 2011. Et pour son mémoire, on a acheté un stéthoscope numérique. Il y avait des sons qui étaient avec. Il y en avait 10. Mais bon, on est dans le cadre d'une étude prospective, même si j'ai un tout petit peu poussé hier pour... ça reste prospectif. Et du coup, je lui avais proposé un découpage qui était 0,20, 20-50, 50-80, 80-120, 120-200, 200-500, 500-1000, jusqu'à la fréquence de Nyquist. Et l'idée, c'était de regarder ce que ça donnait des points de vue des resynthèses du contenu des sous-bandes fréquentielles. Alors, hop. Du coup, je lance le deuxième. Non, ça marche plus. Il m'a gardé l'autre. Stéthoscope. Il m'a surveillé.
Donc, on va commencer par un cœur normal. On va écouter le cœur. Donc ça, c'est tout cœur. Et maintenant, je vais écouter juste 2. On peut pas pousser plus fort parce qu'après, on monte la ronflette et je ne sais pas si c'est mieux. Ah, attendez, je vais le mettre, faire tourner en boucle. On était sur 2. Donc 20, 50. 3 maintenant. 4. 5. 6. 7, on n'entend pas bien. Alors, si je reviens sur 2, et que maintenant je passe sur un des premiers cœurs pathologiques proposés, donc le 3e son, si j'ai bien compris, je sais pas de... Qu'est-ce qu'on entend par rapport à l'autre? Ah, rien. Parce qu'en fait, ce qui était en 2, ça s'était déplacé en 3. 4, c'est quelque chose. 5. 6. 7. Bon, 7, il n'y a pas grand chose. Du coup, là, on peut faire un 3, plus 4. Il manque ça. Mais après, je sais pas s'il y a des habitués des couteaux stéthoscope. Je sais pas ce qui serait le plus pertinent, en fait, d'aller écouter. Est-ce que c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie ou l'endroit où, par rapport au premier, il y a quelque chose qui n'est pas. Donc là, il faudrait qu'il y ait des médecins qui me disent, et moi, c'est pas mon métier. Donc si je mets 2, si je vais chercher dans les pathologiques, la sténose aortique, c'est poétique, non? On va écouter que 2 d'abord. La 2, par rapport au son normal où c'était plein pot, on voit que ça s'est déplacé. Et que par contre, maintenant c'est 3, 4, 5. On a le galop. Voilà. Ah bah attends, je suis en train de tout le monde. Ah, il y a 7, ok. Si on en prend un autre, là, la sténose. Il y a des choses dans le 7 qu'il n'y avait pas tout à l'heure dans le normal. Bon là par contre on voit que c'est revenu là. Quoi. Il y a un truc rapide. Et du coup on peut faire. Ça c'est ce que j'ai pas mis, donc du coup il manque quelque chose. Donc ce qu'on voit, je pense assez clairement, c'est qu'on peut aller faire un zoom, qu'on va pouvoir les écouter et affiner, proposer en fait des choses. Alors si on regarde si on essaie d'objectiver ça, je vais vous montrer comment on peut essayer de le faire. Donc, les constats sur ce qu'on vient de faire, 0,20, j'ai même pas essayé, en fait on n'entend rien. Par contre, on a vu qu'il y a des zones, notamment la zone 2 qui était sur le son normal, il semblait qu'il y ait une énergie qui se déplaçait plus ou moins haut, suivant les pathologies, voire éventuellement, ça s'élargissait. Et il y a des zones où il n'y a pas peu d'énergie pour le son normal, et par contre, c'est très sensible. Alors, pour montrer ça, je répète, c'est prospectif. Il y a du son, mais imaginez comment
qu'on me confie des centaines, des milliers, voire plus. Je vais pouvoir proposer un découpage un peu mieux, mais l'analyse que je vais vous proposer là va aller plus loin. Donc, son cardiaque, je garde le même découpage, j'ai un vecteur à mi-coordonnées, et je vais calculer une matrice de distance entre chacun de ces 8 vecteurs. Donc, ce qu'on sait faire, c'est la distance entre le point dans l'espace tridimensionnel, on le fait en dimension 8. Hein. D'accord? Donc, racine, carré, des carrés, des différences, des points relatifs sont des. Et on fait un arbre. Et on regarde est-ce qu'il y a des regroupements qui s'opèrent. Donc voilà ce que donne l'arbre. Alors, plus le regroupement, plus le lien se fait loin, à gauche, vers la gauche, moins les sons sont proches. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a évidemment 2 familles, les bleus et les verts, mais que dans les verts, le rapprochement, il se fait loin. Ça tient au fait que on a des exemples de pathologies qui sont proposés, donc du coup, il y a pas de sons qui sont quasiment redondants. Et que celui qui est le plus loin, c'est le son normal. D'accord? Et puis après, si on regarde, par exemple, C5 et 10, régurgitation mitrale, 10, aortic regurgitation. Si on regarde qui c'est qui est 7 et 9, défection ventriculaire septale et sténose mitrale. Bon, pour l'instant, ça ne parle pas à nous, mais on voit d'abord que le son normal est très loin, je sais pas si c'est rassurant, et qu'on a une famille avec et on va regarder en fait ce qui se passe parce qu'il faut étudier de plus près. Donc par exemple, voilà les 4 qui sont donnés comme étant les plus proches. C'est 7, 9, 4 et 6. Qu'est-ce qu'on observe? Un bloc 2, 3, 4, 5 avec des niveaux, des fluctuations un petit peu pour les 2 premiers. Et par contre, c'est 3, 4, 5 pour les 2. Donc, on a une énergie, en fait, une énergie qui était plus large pour les 2 premiers, et qui serait restreinte pour les autres. Si je regarde, donc je regarde les 2 derniers, et je compare avec les 2 suivants, j'ai un bloc 3 plus 4 plus 2 pour celui du bas à gauche, 2 à 3 plus 4 pour le 6e. Donc là, par exemple, sur celui qui est en bas à gauche, j'ai quelque chose qui est très localisé. Si je regarde donc les 2 suivants, il y a des choses, c'est-à-dire il y a une zone de 3 bandes de fréquences et qui sont pas les mêmes. C'est 4, 5, 6 à gauche en bas et 3, 4, 5. Alors qu'au-dessus, on a soit 3 qui est dominant, soit 2 et 3. Donc du coup, il y a des notions d'élargissement, de restriction, de compression en fait de la bande, et après d'élargissement suivant finalement les différents sons. Et là, je crois qu'on a jusqu'au cœur. Le cœur normal, c'est 2 et 3. Il y a 2 bandes. Le 4e son, c'est le S4 qu'ils appellent, je crois. C'est 2 et 3, avec presque 4. Donc du coup, on s'aperçoit en définitive qu'il y a des regroupements qui sont en fonction de où se répartit l'énergie et ce combien de bandes. Après, si on avait le temps, on pourrait voir en fait qu'en allant regarder dans mes tableaux, alors, ce que j'ai mis en orange, c'est les 6 qui ont été mis ensemble. Alors les 2 premiers, par exemple, on dit, d'un côté rhumatisme articulaire aigu, de l'autre côté malformation congénitale et infarctus du myocarde. Mais si on regarde le 3e, il y a rhumatisme articulaire aigu et malformation congénitale. Et puis le suivant, il y a quoi? Infarctus du myocarde. Puis entre l'avant-dernier, enfin le C2 et le C6, il y a prolapsus valvulaire mitral et rétrécissement aortique ou myocardiopathie. Faudrait voir, quoi. Moi, je suis pas médecin, mais par contre, donc, on voit en fait que de temps en temps, au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de symptômes ou de constats qui sont faits. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'ils sont passés de plus en plus loin. Il y a de moins en moins de choses en commun. Mais du coup, intéressant à mon avis pour former un écoutoscope, possibilité de détecter certaines pathologies en allant se concentrer sur les bandes. Il faut évidemment prendre beaucoup plus de sons
Recherche nécessaire d'un nouveau découpage séquentiel. Si vous m'en donnez 1000, 10 000, etc., je vais vous sortir un découpage, j'ai envie de dire aux petits oignons, plus adapté. Et je pense qu'on verra apparaître des corpus de famille. C'est-à-dire que là, ceux qui ont été mis ensemble, il y a déjà des choses qui étaient plus ou moins communes, mais je pense qu'on aura quelque chose qui sera beaucoup plus fin, et où on aura des choses proches. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait s'en servir, par exemple, notamment dans des zones de déserts médicaux bientôt en France, où ça existe déjà, ou dans les pays en voie de développement, c'est où il y a une infirmière qui n'est pas forcément en format d'écoute. Est-ce que ça pourrait permettre finalement de faire un vrai diagnostic, une aide au diagnostic, ou finalement de dire attention, non là, peut-être pas trop grave, par contre là, alerte, on évacue, on emmène ailleurs. Donc les suites, collaboration, avec des médecins évidemment, il faudra aussi des industriels potentiellement, collecte de signaux, recherche de découpage, là par contre c'est mon boulot, c'est le prototype Jean Matelas, tout en Python. Donc, deuxième application, pour les aides auditives. Donc la source, c'est deux mémoires, la source pour ce travail, pour l'utilisation de l'IDS, c'est deux mémoires, qui ont été faites en 2017-2019, en collaboration, en co-direction avec le docteur Auriol. Les principes. On constitue des scénettes sonores. Un comédien, une comédienne qui lit un texte, en français. Une ambiance bruyante. Et sur le premier mémoire, il s'est dit, bon voilà, on va essayer de synthétiser les ambiances. Et donc du coup, enregistrement des voix en studio, parce que ça n'était le problème. Et enregistrement in situ d'ambiance, et puis on mixe les deux. En 2019, on a dit non, quand on a pu reprendre le truc, non, ça marche pas. Il y a trop, les ambiances, en fait, étaient trop basses et elles s'intégraient pas bien avec la voix. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, vu qu'on avait réussi à faire fonctionner une des prothèses, en la hackant, il a enregistré, en fait, il s'est servi d'une des prothèses comme dispositif de captation. Donc il était équipé d'une prothèse, du casque pour monitorer, pour éviter qu'il y ait en fait trop de saturation. Il donnait ses consignes donc à la personne dans l'environnement. Donc les ambiances, hall de gare, hall de métro, cœur de marché. Donc on a enlevé des choses qui étaient violentes comme le café, dans un café ou un restaurant avec tous les bruits d'assiette et tout. Et les percolateurs, etc. C'était trop violent. Donc test avec quelques sujets équipés. Et le découpage, voilà, c'est donc entre 163 et 5205 Hz. Donc on enlève ce qui est avant, on enlève ce qui est au-dessus. Parce que avant, on verra, on a testé, ça ne participait pas à la compréhension, et au-dessus non plus. Et du coup, il y a eu des scénettes comme ça, c'est-à-dire on gardait la comédienne ou le comédien, on lui demandait de dire voilà, non, il faudrait que tu fasses plus fort parce que dans cet environnement-là, si en face la personne a du mal à t'entendre, tu vas parler plus fort. Donc on a jonglé entre voix naturelle, voix forcée, etc. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc par exemple, ça c'est gare comédienne, première partie du texte. Et donc ça c'est ce qu'on va entendre, c'est la scène sonore donc de 0 à 22 000. La légende prétend qu'aussitôt décapité, Denis, premier évêque de Paris, prit sa tête dans ses mains, traversa ce qui allait devenir le quartier latin, escalada la colline de Montmartre, puis redescendit droit sur un village, qui bien des temps plus tard fut baptisé du nom de ce martyr chrétien, Saint-Denis. Donc ça c'était de 0 à 22. Et ce qu'il faut balancer en fait, puis après on va changer les niveaux, c'est ça. La légende prétend qu'aussitôt décapité, que 663 et aussi 5905, mais c'est un peu comme le téléphone, on comprend quand même un peu. Il redescendit droit sur un village, qui bien des temps plus tard fut baptisé du nom de ce martyr chrétien, Saint-Denis. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? Si on peut améliorer l'intelligibilité en permettant au sujet d'adapter le niveau de diffusion, de choisir les sous-bandes, les mettre ou les mettre pas, et que les 8 vont leur proposer, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Hein. Régler le niveau, donc le poids des sous-bandes, et on leur dit pas comment faire. On dit non, vous, par exemple, commencez par la sous-bande 5, non, on dit pas ça.
On leur demande d'y consacrer le temps nécessaire pour que eux, ça leur convienne. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est bon, on appuie sur un bouton et puis ça enregistre les réglages. Puis on demande des petits détails du style homme, femme, âge, etc. pour faire un peu de ça. Donc, hop, illustration. C'est... Alors, non, j'ai une bêtise. Voilà, c'est celui. Faut jongler entre les trucs. Là qu'il me faudra un peu d'informaticien pour m'aider. Parce que tous ces trucs-là, c'est moi qui les ai fait. Alors c'est bon, non, évidemment. Et j'ai fermé la fenêtre derrière. Par contre, je comprends pas pourquoi il fait ça. Il me le fait chaque fois, mais donc celui-là, puis, et attention, hop. Voilà. Il y a un peu plus de boutons. Donc on me dit où aller chercher. C'est pareil, ça c'était bon. Donc ça c'est bon. Donc prenons, vous avez quoi, le marché, le métro, la gare, s'il vous plaît. La gare. Avec un homme ou une femme? Femme. On va prendre ça. Donc la scène normale. Au début du siècle, c'est parmi lui que les jeunes désertaient les terres du Morbihan, du Morvan et de l'Aubrac, pour venir peupler les ateliers des usines. Et là, ce qu'on va charger, en fait, c'est des corrections qui ont été établies par les gens. Oui, c'est tout. Alors, c'est quoi? Ils peuvent rejeter aussi, à cause de leur langue étrangère d'apparence. Les registres policiers gardent la trace bien du possède des demi-pieds, le samedi soir, et un nom vraiment ramené par un fonctionnaire pour les ennemis, les bretonnats. Plus tard, ce sont les Italiens, pris de la relève. Une histoire espagnole et républicaine. Alors là, ce que j'ai chargé, donc c'est sujet numéro 3, ça de 75 ans. Vaincu par les armements, Comme ça, c'est la politique qu'elle a proposée. apathisant, liberté, fleur de l'humain à l'homme. Portugais, algérien, balkan. Donc femme de 80 ans. Ok. C'est assez différent. Femme de 78 ans. Trop bien. Enfin, ça dépend. Je dirais un cœur plein. Tout est fort, plus grave. Seulement les hommes, l'enfant avec. Et avant d'être le jour, on va Ça, donc, c'était une femme de 75 ans et un petit jeune hier, en faisant un truc. Ah, Au début du siècle, c'est parmi lui que les jeunes désertaient les villages des Morbihan, du Morvan et de l'Aubrac, pour venir peupler les ateliers. donc, voilà le genre de choses. Donc, ils savent pas, en fait, ce qui se cache derrière les sous-bandes. Hein. Par contre, ceux qui règlent. D'accord. Donc, si je regarde mon truc. Hop. Alors, si on regarde, voilà le genre de choses que ça donne. Donc, donc, vous avez quatre scènes différentes. Alors, en rouge, c'est la médiane. Et, non, j'ai une bêtise. En rouge, à trait non interrompu, c'est l'original, et en trait mixte, c'est la médiane. Le reste, c'est les corrections proposées par chacune des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas dans tous les sens. Donc, potentiellement qu'il faut individualiser et où il y a eu un problème. Faites ça d'active. Donc, variation conséquente de féminisme dans les réglages arrêtés. Donc, correction universelle pour l'instant, c'est non. Ça ne fonctionne pas bien pour les personnes appareillées. Alors, ce qu'on suppose, c'est que la prothèse modifiée ne diffusait pas des niveaux suffisants pour certains. Du coup, ils ont fait un réglage de ces erreurs, et puis, vu leur âge aussi, ils n'aimaient pas trop l'interface avec le bouton, même si il ne fallait pas cliquer sur l'écran, c'était une table de mixage. Donc, il fallait juste pousser, des tirettes. Donc, c'était déjà moins difficile, mais bon.
Et par contre, il se peut en fait que par rapport à la découverte de l'objet, les sons et les scènes proposés soient déjà un peu trop agressifs, trop difficiles en fait. Enfin, moi, c'est mon hypothèse. Par contre, ils étaient tous intéressés de les... ouais, d'accord, mais ça sort quand? Donc justement, phase exploratoire, donc industrielle, pour pouvoir tester ce qui se passe, s'il n'y a pas avoir de problème, et que quand on intervient sur l'humain, puis qu'on balance des sons violents. Mettre en œuvre idéalement le tout en temps réel, donc là il y a du travail. Avoir une... non, dans une tablette ou un petit téléphone ou un petit boîtier dans la poche, là il y a du travail là. Avoir une interface simplifiée, donc notamment accessible en plus ou on y arrive. Et par contre, commencer par des scans, typiquement des scènes représentatives des courantes où il y a déjà des soucis. Dans le salon, écouter son conjoint, sa conjointe, ses amis, ses petits-enfants qui parlent. Mener les tests, et puis sur la base de retour, essayer d'améliorer ça. Et seulement repartir après sur des trucs comme un peu agressifs, comme le métro, un cocktail, l'ambiance de cocktail, par exemple, qui paraît c'est infernal. Mener donc des sujets à ce moment-là avec des tests, avec des sujets, non, pas mener les sujets, mais mener des tests avec des sujets qu'ils connaîtraient. Et ce que je vois, c'est que ça peut être fait en 2 temps, après, pour la phase de mise à disposition du public, voire notamment avec les histoires ils ont des dispositifs d'écoute directive. Ça peut être intéressant, peut-être. Là, c'est du prototype au dispositif commercial. Alors, avec après une offre universelle, des découpages ou des jeux de sous-comptes pertinents pour une utilisation universelle, proposer une interface de réglage simple qu'on n'ait pas besoin tous les 3 semaines de retourner chez l'opticien. Et par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ça, on peut enregistrer ses proches, les trucs qu'on a envie d'entendre, la radio, la télé, je sais pas, Pernod, le journal des trésors, pourquoi pas, et chiffrer les lettres, je ne sais quoi. Recherche de jeux de découpage séquentiel pour chacune des sources, donc ses proches, les petits-enfants notamment, j'imagine. Mise en mémoire de ces configurations, et du coup, là j'apporte la fin. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a testé plein de trucs. Donc sur des dispositifs, des amplificateurs, la salle, les microphones, entre les versions analogiques, numériques. Qu'est-ce qui se passe pour la réponse implicionnelle? C'est ma vie que ça c'est en cours. Et ce que je vois apparaître, pardon, pour la notion de réponse implicionnelle. Marche pas bien. Et en comparant des mesures, tu peux déconvoluer. Bon, c'est pas facile, mais on peut essayer de déconvoluer au mieux. Et après, à partir des réponses implicionnelles, simuler des mesures. Puis une fois qu'on a des mesures simulées, on les compare. Objectivement, perceptivement. Ça se passe pas bien. Prototype de sourdine de trompette. Phénomène acoustique dans la ligne source. Donc les problèmes de modélisation de microphone. Ou d'effet de proximité. Pré-corriger un système de calage de ce qu'ils appellent le sono. C'est le truc sur lequel on est comme mémoire. Et il y a même eu classé des guitaristes rock. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'enregistrements, et ça c'était un premier mémoire qui s'était fait dans le cadre de la classe d'acoustique musicale, ils avaient fait des guitares, en fait, des guitares électriques, ou sans caisse de résonance, et ce qu'ils échangeaient, c'était juste l'essence, en fait, du bois pour le corps. Et ils ont fait des enregistrements, et en fait, ce qui en ressort, c'est qu'on a réussi à classifier les musiciens. Pas les bois. C'est-à-dire que les musiciens réussissaient à faire ce qu'ils voulaient. Enfin, ceux qui avaient un niveau certain, les autres non, mais de toute façon, c'était pas intéressant non plus, trop à écouter. Donc les débutants, ça donnait des différences, mais sur la même guitare, ça donnait aussi beaucoup plus de différences, presque. Donc du coup, des choses bizarres. Et même, essayer d'aller voir, dire, ah, tiens, j'ai un enregistrement, un disque, où se situe le chanteur, la basse, la batterie, etc. Donc conclusion et perspective. Parce que je vois que analyse modulaire synthétique,
On peut utiliser ce que l'on veut comme découpage fréquentiel. Resynthèse, partielle, totale, etc. C'est vous qui voyez. Et on peut regarder ce qui est objectivement intéressant et perceptivement intéressant. C'est pas la même chose. Formation à l'oreille, des personnes musicales jusqu'au, pourquoi pas les corridors dans le sous-marin ou les espions. Démasquage de phénomènes, si on prend la précaution de ne pas limiter la gamme des fréquences étudiées. Typiquement, il faut aller faire des mesures, notamment dans les sources acoustiques, à partir de 0 Hz. Ou très haut en fréquence, si des phénomènes très haute fréquence. Les applications médicales et audio testées montrent que ça paraît quand même pas mal intéressant, ce truc-là. Et on peut utiliser ça pour tout type de signaux temporels. C'est-à-dire, par exemple, une machine qui fait du bruit dans un atelier, mais aussi éventuellement la prédiction par le bruit, finalement, que, par exemple, je sais pas, un forêt va péter, que un outil de coupe ou de découpe, ou un forêt pour le perçage aussi, parce que je pensais à un forêt pour le perçage, ça va pas bien se passer. Donc du prédictif, pourquoi pas. Et pour ceux qui s'intéressent, les techniques sur la gauche, je sais pas ici. Et j'ai déjà testé ça sur des images, c'est là qui mais attends, le son et quid de l'image. On peut faire ça en isoterie. En couleur, j'attends toujours que mes collègues de Lumière me filent un espace colorimétrique intéressant. Et donc du coup, si vous voulez plus d'informations, si on n'est pas eu assez, donc j'ai une page Research Gate, et j'ai un site Autopscience, il y a même une chaîne en fait Autopscience. On est un peu en déshérence parce que je fais d'autres choses en ce moment. Mais c'est là que je vais porter une nouvelle version, donc macOS 10, j'espère que je vais pouvoir les donner avant juin, parce que là je suis vraiment sur au moment de fabriquer des applications compilées. Donc c'est du Python. Windows c'est un peu plus chaud, parce que j'ai pas de Windows. Enfin, je viens d'acheter une machine. Et sinon je mettrai aussi des vidéos pour comment on utilise les objets. Alors si vous voulez vous marrer, il y a déjà des vidéos sur les anciennes versions qu'on trouve là, et on les trouve sur la chaîne, et j'ai tourné des tutoriels en français et en anglais. Merci pour votre patiente attention. Bonsoir aussi. Voilà, et la voix, s'il vous plaît. Comment pensez-vous pouvoir détecter un corbeau? C'est-à-dire en fait l'identification vocale. L'identification vocale. Alors, il y a eu beaucoup de débats dans les années 2000 sur la notion d'empreinte vocale. Alors, il y a des gens, notamment aux États-Unis, qui disent qu'ils savent le faire. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait tellement de paramètres qui variaient, et on est à un niveau de qualité au niveau des outils de montage, mixage, etc., que je pense que c'est très difficile cette question-là. Pour l'instant, je suis très limitatif avec autant il y a l'empreinte digitale, autant l'empreinte vocale. Il y a des choses, mais regardez en fait ce que font les imitateurs, alors qu'ils n'ont pas le même appareil vocal, buccal, la même physionomie au départ. Donc moi, je serais très prudent là-dessus, et c'est-à-dire qu'il faudrait disposer d'énormément d'enregistrements pour pouvoir trouver un découpage éventuellement pour une personne donnée, pour après dire oui c'est lui ou c'est pas lui. Mais lui quand il est enrhumé, etc., lui quand il est grippé, aphone, etc., il y a tellement de variations dans la voix, et puis maintenant il y a des appareils qui reconstituent des choses qu'on n'a pas dites à partir de choses qu'on a dites. Il y a eu un mémoire comme ça l'année dernière, d'une étudiante, et elle jouait sur une mise en abîme de elle et de pas elle. Et on était incapable de dire si c'était elle ou pas elle, si elle ne le disait pas, donc je sais pas. Je pense que c'est plus l'histoire de charlatans qui disent qu'ils savent le faire. Ou alors la NSA sait le faire. Mais pas moi. Mais ils ne le diront pas. Ils ne diront pas. 50 ans. Voilà. On les classifiera.
Oui, c'est le gros problème du deepfake qui commence à arriver, qui mène l'image. Ça n'est que le début. À mon avis, on va bientôt trouver des vidéos où on aura Trump qui fera du Trump, mais peut-être plus exagéré, alors que ce sera pas lui qui l'aura fait. Enfin, je dis Trump, j'aurais pu dire d'autres gens. Est-ce que vous pouvez appliquer ce genre de méthode dans le domaine spatial, c'est-à-dire des phénomènes d'écho, par exemple, de ne pas avoir la prise de son uniquement d'un point, mais de voir si vous avez des réponses différentes et des analyses différentes selon les différentes places, par exemple dans cette pièce ici. Disons que s'agissant de cette pièce, on peut effectivement s'en servir pour essayer d'aller isoler des choses. Si c'est parce que tout d'un coup l'espace, je me suis dit mais est-ce que c'était des sons par exemple astronomiques? Je dirais qu'à partir du moment où on est sur une analyse temporelle, si on a un découpage qui permet éventuellement de trouver des informations, je dis une des applications c'était dans le cadre d'enregistrement stéréophonique, aller déterminer la direction de provenance en allant faire des corrélations temporelles et en termes d'intensité, enfin d'amplitude, dans les sous-bandes, et trouver en fait des endroits où il y avait, par exemple, un instrument et pas l'autre. Et comme ça, on était capable, sur la base d'un enregistrement stéréophonique, d'aller trouver 5 sources, la position de 5 sources. Sachant que quand on a fait ça, l'IRCAM, il faisait une source, c'était le flûte. Et nous, on mettait des disques et on disait, bah voilà, le chanteur il est là, top, 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 on avait la position, l'indication non pas sur la distance justement, mais sur le positionnement angulaire. Parce que la distance, on sait pas estimer. Il y a trop de variations pour savoir le faire. Mais après, il me semble qu'il y a des logiciels en fait qui, à partir de plusieurs enregistrements, sont capables de. En fait, c'est des histoires d'antenne, hein, où en corrélation, on va essayer de trianguler. Donc, travailler en bande va peut-être simplifier certains problèmes et permettre une meilleure triangulation. Moi, j'aurais des questions pour revenir sur les ondelettes. Pourquoi l'analyse par ondelette marche bien sur l'image et ne marche pas bien selon vous sur le son? C'est le problème de la distorsion de phase. C'est-à-dire que un écueil, une rupture, un clic dans le son, on l'entend tout de suite. Dans l'image, il y a un phénomène de lissage qui s'opère et on est sensible aux variations, mais pas de la même manière. J'ai l'impression qu'on est plus tolérant du point de vue de la vision qu'on ne l'est en fait du point de vue de l'audition. Et donc, mais c'est parce que les sens, c'est pas les mêmes sens. C'est-à-dire qu'au départ, je vais faire une projection. Au départ, c'est un sens d'alerte, l'audition. Si on entend un truc, on dit oulala, c'est proche, c'est pas proche, et puis qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On tourne la tête. Donc du coup, le développement des sens, c'est pas fait de la même manière. Donc on a peut-être besoin finalement de signaux qui comportent moins d'accidents en fait du point de vue du son. On est moins intolérant. Disons que dans la continuité, s'il y a la moindre discontinuité, on va dire il y a un clic, il y a un truc qui va pas. Sur l'image, je pense qu'on va s'en accommoder, puis peut-être aussi qu'on floute, naturellement, peut-être mieux. Mais je sais que dans les ondelettes, les filtres qu'ils utilisent, ça y va en termes de déphasage. Là, je vous ai mis des filtres zéro phase. Donc des filtres symétriques, c'est pour ça que ça peut pas tourner en temps réel non plus. Mais donc du coup, il y a zéro distorsion de phase, en fait dans aucune des bandes. Et là, je pense que c'était mon souhait, c'est-à-dire ne pas toucher à la phase, juste jongler sur l'amplitude. Et pour la synthèse, pareil. Et pour par exemple, la sourdine, on a fait la même chose, la sourdine de trompette. On allait prendre le signal qui était fourni par le capteur à l'intérieur. Et la seule chose sur laquelle on a changé, c'est le niveau des sous-bandes. On n'a pas changé, en fait, l'organisation temporelle. Et je pense que c'est une bonne idée. Pour les thèses, on peut imaginer que ça va rentrer dans une prothèse, les calculs en sous-bande. Non. Je sais pas, faut voir mais qu'est-ce qui se passe, en fait, éventuellement?
on aura un truc, peut-être pas Wi-Fi, mais je sais pas quoi, là. Et le calcul sera déporté dans le téléphone portable ou dans un petit boîtier. Et à ce moment-là, je pense que la question, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de faire un défiltrage aussi violent que je l'ai fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se contenter, je sais pas, d'avoir une atténuation de 40 dB sur une dizaine de hertz. Je pense que ce sera un gros progrès par rapport à ce qui se fait. Donc, et du coup, ça va réduire la demande en calcul. Bon, après, la phase la plus gourmande, en fait, c'est la phase de réglage. Mais à la rigueur, on peut le faire avec un ordinateur. Et après, avoir des presets embarqués, auquel cas, les filtres, en filtre oreille gauche et filtre oreille droite, qui sont déjà fixés, ou alors on en change, dire, ah bah non, là, je suis dans un environnement bruyant, je mets mon filtre gare, mon filtre métro, mon filtre marché, mon filtre, je coupe tout parce qu'il y a trop de monde. Pour l'instant, il est certain que ça consommerait tellement que l'étude n'aurait qu'une durée de quelques minutes ou peut-être une heure. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est pas dans la prothèse qu'il faut le mettre. Pas dans la prothèse. Mais je crois qu'ils ont commencé à avoir des traitements, en fait, qui sont déportés, hein. Je serais pas surpris, ou au moins au stade prototypique, je serais pas surpris d'apprendre, en fait, qu'ils font tourner des trucs, soit dans les tablettes, soit dans les téléphones, soit dans des petits dispositifs qui sont dans la poche. Bon, après, je sais pas si c'est bon pour le cerveau, d'avoir un truc qui chauffe. Mais bon, si c'est dans l'oreille que ça chauffe, je sais pas si sinon, mieux non plus. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on est capable de faire d'un point de vue miniaturisation. Parce qu'en plus, il faut pas que ça se voit, parce que sinon, on refuse de porter les prothèses. Disons que les calculateurs, maintenant, ont des puissances considérables, mais des volumes très, très réduits. Mais par contre, l'énergie consommée, il faut la fournir. Et les piles qu'on trouve dans les prothèses sont quand même limitées en termes de puissance. Ça s'améliorerait, mais on va arriver bientôt vers le bout. Alors, pour la dernière question, il faut se dépêcher. S'il n'y a pas, il restera à vous remercier beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. De ce que vous nous avez donné à entendre et à constater. Ben, merci. Merci beaucoup.